Après la naissance prématurée de mon bébé, j'ai envoyé un message au groupe « Nous sommes à la néonatologie, priez s'il vous plaît ». Ma tante a répondu avec des photos de vacances à Hawaï. Personne n'est venu me rendre visite. Un mois plus tard, toujours dans la cafétéria de l'hôpital, j'ai ouvert mon téléphone pour voir 62 appels manqués et le message de mon frère « Réponds ». C'est grave. Je m'appelle Gianna. J'ai 32 ans. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, aimez et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de conteurs. Avant Noah, ma vie semblait complète à bien des égards. J'avais une carrière dans le marketing que j'aimais vraiment, aidant les petites entreprises à construire leur marque. Chaque matin, je me réveillais avec enthousiasme face aux défis créatifs à venir. Mon mari, David, et moi étions mariés depuis 3 ans, vivant dans notre confortable appartement de 2 chambres à Seattle avec notre chat adoptif, Luna. Nous avions nos routines, nos endroits préférés pour bruncher le week-end, et des rêves de fonder une famille un jour. Ce jour a pris plus de temps que prévu. Pendant 2 ans, nous avons essayé de concevoir pour faire face au chagrin de 3 fausses couches. Chaque perte laissait une cicatrice plus profonde, mais nous nous sommes soutenus mutuellement dans notre deuil. Les médecins ont effectué des tests, prescrit des médicaments et surveillé mes niveaux hormonaux. Ils ont appelé cela une infertilité inexpliquée, ce qui semblait à la fois une absence de réponse et une sentence. Je pense que nous devrions faire une pause, a suggéré David un soir après notre 3e perte. Pas dans nos tentatives, mais dans le fait d'en faire notre seul objectif. Peut-être devrions-nous voyager, redécouvrir ce qui nous rendait heureux avant. Il avait raison. Nous étions tellement absorbés par l'objectif d'avoir un bébé que nous avions oublié comment être nous-mêmes. Alors, nous avons planifié un voyage dans le Maine, passé 2 semaines à faire de la randonnée, à manger des fruits de mer et à nous reconnecter. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit sans cauchemar d'anxiété. C'est pendant ce voyage que j'ai conçu Noah, bien que nous ne le sachions que 3 semaines plus tard, lorsque mes règles étaient en retard et que j'ai hésité à faire un test, en essayant de ne pas espérer trop. Quand 2 lignes roses sont apparues, je n'arrivais pas à y croire. J'ai fait 3 autres tests avant d'appeler David au travail. Je suis enceinte, j'ai murmuré quand il a répondu, comme si le dire trop fort pouvait le faire disparaître. Le silence de l'autre côté de la ligne m'a inquiété jusqu'à ce que j'entende un sanglot étouffé. Je rentre à la maison, fut tout ce qu'il dit. Ma relation avec ma famille élargie avait toujours été compliquée. Ma mère est décédée d'un cancer du sein quand j'avais 15 ans, laissant un vide que personne ne pouvait combler. Mon père s'est remarié 2 ans plus tard avec Eleanor, qui était gentille mais distante. Nous avons développé une relation cordiale, mais jamais le lien mère-fille dont j'avais tant rêvé. Les sœurs de ma mère, Karen et Betty, ont adopté des approches différentes envers leurs nièces. Tante Betty faisait de son mieux, m'invitant à des soirées pyjama et m'apprenant à cuisiner les recettes de ma mère. Mais tante Karen était une autre histoire. En tant que sœur aînée de ma mère, elle semblait me vouloir du mal pour des raisons que je n'ai jamais vraiment comprises. Peut-être que je lui rappelais trop ma mère. Ou peut-être qu'elle trouvait simplement des défauts chez tout le monde. Tu portes toujours ces kilos en trop. Je vois, commentait-elle lors des réunions de famille. Ou quand j'avais ton âge, j'avais déjà une maison, pas juste en location. Rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Mes cousins de son côté de la famille étaient toujours présentés comme le modèle à atteindre. Quand j'ai annoncé ma grossesse à la famille lors d'un dîner du dimanche chez mon père, les réactions étaient au mieux mitigées. Eh bien, il était temps. Tu ne rajeunis pas, a fait remarquer tante Karen, sirotant son vin. Espérons que tu mèneras celui-ci à terme. Mon père a brièvement félicité avant de ramener la conversation sur la promotion récente de mon demi-frère. Seulement mon frère cadet, Jake, a montré un enthousiasme sincère, me bombardant de questions sur les dates prévues et les noms. Ne les laisse pas t'atteindre, a murmuré David en rentrant. Nous serons d'excellents parents avec ou sans leur soutien. J'ai essayé de le croire, mais la réponse tiède de ma famille m'a laissé vide. Tout au long de mon premier trimestre, j'ai envoyé des échographies à notre groupe de discussion familiale. Mon père répondait par un emoji pouce levé. Tante Betty demandait parfois comment j'allais. Tante Karen ignorait les messages ou changeait de sujet. Au 2e trimestre, j'avais arrêté de partager des mises à jour, sauf avec Jake, qui répondait toujours avec enthousiasme. Quand nous avons appris que nous attendions un garçon, Jake nous a immédiatement envoyé un minuscule gant de baseball à notre appartement avec une note pour mon futur neveu MVP.
À mesure que mon ventre grossissait, mon excitation et mon anxiété augmentaient aussi. David et moi avons suivi des cours de préparation à l'accouchement, décoré la chambre de bébé et planifié mon congé maternité. Tout semblait se dérouler normalement. À 20 semaines, notre échographie anatomique a montré un bébé garçon en bonne santé avec 10 doigts, 10 orteils, et tous les organes se développant correctement. C'est le bon, nous a assuré l'obstétricienne avec un sourire. Tout est parfait. Je voulais la croire plus que tout. Chaque semaine qui passait semblait une petite victoire. Chaque rendez-vous prénatal un obstacle franchi. J'ai lu tous les livres de grossesse que j'ai pu trouver, suivi tous les conseils sur la nutrition et l'exercice, et j'ai parlé constamment à mon bébé. Tu es déjà tellement aimé, lui disais-je chaque soir, mes mains caressant mon ventre grandissant. Nous avons hâte de te rencontrer, mais prends ton temps. Grandis fort d'abord. Si seulement je savais que ces mots me entraient dans les semaines à venir. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est survenu à la 27e semaine. Je me suis réveillé à 3 heures du matin avec un mal de dos lancinant qui ne disparaissait pas, quelle que soit ma position. Au petit déjeuner, j'ai remarqué une légère perte rosée qui a déclenché une sonnette d'alarme dans ma tête. Je pense que nous devrions appeler le médecin, ai-je dit à David, en essayant de garder ma voix stable. Nous étions à l'hôpital 1 heure plus tard, où l'infirmière m'a branché à des moniteurs qui montraient que j'avais des contractions. Le visage du médecin s'est assombri lorsqu'elle m'a examiné. « Vous êtes en travail prématuré » a-t-elle expliqué. « Nous devons essayer de l'arrêter. » Ce qui a suivi fut un brouillard de médicaments, de stéroïdes pour aider à mûrir les poumons du bébé, et une surveillance constante. Pendant 3 jours, je suis resté alité à l'hôpital, terrifié et priant pour que les contractions s'arrêtent. David ne m'a presque jamais quitté, dormant sur la chaise inconfortable de l'hôpital et me tenant la main pendant les moments les plus difficiles. Le 4e jour, malgré toutes les interventions médicales, ma poche des os s'est rompue. Nous ne pouvons plus attendre, nous a informé le médecin. Nous devons faire naître le bébé maintenant. J'ai été transporté d'urgence au bloc opératoire pour une césarienne d'urgence. La peur était écrasante. À 28 semaines, je savais que les chances de notre bébé étaient meilleures qu'elles ne l'auraient été même une décennie auparavant. Mais malgré cela, il venait au monde dangereusement tôt. Sous les lumières dures du bloc opératoire, j'ai senti une sensation de tiraillement étrange pendant qu'il travaillait pour faire naître mon fils. L'absence d'un cri lorsqu'ils l'ont sorti a glacé mon sang. « Va-t-il bien » ai-je demandé, incapable de voir au-delà du champ chirurgical. « Il respire » a répondu le médecin. Son ton manquait toutefois de la réassurance dont j'avais besoin. L'équipe de néonatologie est avec lui maintenant. David m'a embrassé sur le front, déchiré entre rester avec moi et suivre notre fils. Va avec lui, l'ai-je supplié. Ne le laisse pas seul. Il m'a fallu des heures avant de pouvoir voir Noah. Encore groggy de l'anesthésie et souffrant de la chirurgie, j'ai été conduite en fauteuil roulant dans l'unité de soins intensifs néonatales. Rien n'aurait pu me préparer à la vue de mon minuscule fils, pesant seulement 1 kilogramme, dans une couveuse connectée à plus de tubes et de fils que je ne pouvais en compter. Sa peau était presque translucide. Ses yeux fermés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec l'aide d'un ventilateur. « Il est si petit » j'ai murmuré, pressant ma main contre la barrière en plastique qui nous séparait. « Mais c'est un battant » m'a assuré l'infirmière. Ses signes vitaux sont stables pour l'instant. Le néonatologue était gentil, mais honnête quant au chemin à parcourir. Les 72 prochaines heures sont critiques, a-t-il expliqué. Ensuite, nous prendrons jour après jour. Il sera probablement ici jusqu'à sa date d'échéance prévue, si tout se passe bien. Cela signifiait 12 semaines d'hôpital. 12 semaines d'incertitude. 12 semaines avant que nous puissions ramener notre fils à la maison. J'ai essayé d'absorber cette information à travers ma brume de douleur physique et de choc émotionnel. Cette nuit-là, seul dans ma chambre de convalescence, pendant que David rentrait se doucher et chercher l'essentiel, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à notre groupe familial. Noah David est né aujourd'hui à 28 semaines. Il pèse 1 kg. Nous sommes en néonatologie et apprécierions vos prières et votre soutien pendant cette période difficile. J'ai joint une photo de sa petite main enroulée autour de mon doigt, la seule photo que j'avais pu prendre jusqu'à présent. Puis j'ai attendu, espérant des messages de soutien, des offres d'aide. N'importe quoi pour me faire sentir moins seul dans cette nouvelle réalité terrifiante. La première réponse est venue de tante Karen.
Aucune parole de préoccupation pour son arrière-petit-neveu qui se battait pour sa vie. Aucune offre d'aide pour sa nièce qui se remettait d'une chirurgie majeure. Au lieu de cela, elle a envoyé 5 photos de ses vacances à Hawaï avec la légende « Aloha de Maui ». Le temps est parfait. J'ai regardé mon téléphone, incrédule. Sûrement, elle avait vu mon message. Sûrement, elle comprenait la gravité de ce que nous traversions. J'ai attendu que quelqu'un d'autre réponde, mon père, tante Betty, ou l'un de mes cousins, pour reconnaître ce qui s'était passé. Rien. Jake fut le seul à appeler immédiatement. Je suis tellement désolé, G. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Ai-je besoin que je vienne? Je me suis effondré alors, sanglotant au téléphone. Il est si petit, Jake. J'ai tellement peur. J'essaierai de prendre un vol ce week-end, a-t-il promis. Maman et papa sont-ils passés? J'ai hésité. Personne n'a répondu sauf tante Karen avec des photos de vacances. Le silence de l'autre côté de la ligne en disait long. C'est dégoûtant, a-t-il finalement dit. Je vais appeler papa et lui dire à quel point c'est sérieux. Mais même après l'intervention de Jake, les réponses étaient tièdes au mieux. Mon père a envoyé un SMS, désolé d'apprendre les complications. Faites-nous savoir si vous avez besoin de quelque chose. Pas de visite, pas d'appel. Tante Betty a envoyé un bref message, je prie pour le petit. Les hôpitaux font des miracles de nos jours. C'était comme s'ils ne pouvaient pas saisir l'ampleur de ce qui se passait, ou pire, qu'ils ne s'en souciaient pas assez pour essayer. David était furieux quand il est rentré et que je lui ai montré les messages. Comment peuvent-ils être si insensibles? C'est leur chair et leur sang qui se bat pour sa vie. Peut-être qu'ils ne comprennent pas à quel point c'est grave, ai-je suggéré, essayant de trouver des excuses pour eux, même si mon cœur se brisait. Je vais les appeler, a proposé David. Mais j'ai secoué la tête. S'ils voulaient être là, ils seraient là, ai-je dit, la réalisation s'installant comme une pierre dans ma poitrine. Nous devons nous concentrer sur Noah maintenant. Il est tout ce qui compte. Alors que les jours se transformaient en première semaine puis en deuxième, personne de ma famille n'est venu nous rendre visite. Pas de fleurs, pas de colis, même pas un vrai appel téléphonique. Juste des SMS occasionnels demandant des mises à jour auxquelles je répondais avec le dernier poids de Noah ou une petite étape franchie comme l'ouverture de ses yeux ou le sevrage du ventilateur pour passer à la CPAP. Le petit-fils d'un voisin de ma sœur était prématuré et maintenant il joue au football, a écrit tante Karen en réponse à une de mes mises à jour, comme si ces assurances génériques étaient tout ce dont j'avais besoin. J'ai arrêté d'en attendre quoi que ce soit de leur part. Au lieu de cela, j'ai consacré toute mon énergie à être là pour Noah, à apprendre à m'occuper de lui dans les limites des règles de la néonatologie, à tirer mon lait toutes les 3 heures, jour et nuit, et à essayer de guérir de ma propre chirurgie. La vie en néonatologie a rapidement développé son propre rythme étrange. J'arrivais à 8 heures du matin, juste à temps pour le temps de soins de Noah, où les infirmières vérifiaient ses signes vitaux, changeaient sa couche et m'aidaient pour les soins kangourous, le contact peau à peau. C'était l'une des rares façons dont je pouvais vraiment être mère pour mon fils. La néonatologie était un monde étranger avec son propre langage et ses propres règles. Les bips constants des moniteurs, le sifflement des ventilateurs, les conversations à voix basse entre le personnel médical. J'ai appris à interpréter les chiffres sur les moniteurs de Noah pour savoir quelles alarmes étaient routinières et lesquelles signifiaient des problèmes. Je pouvais réciter ces statistiques quotidiennes comme un commentateur sportif, poids, saturation en oxygène, rythme cardiaque, volume d'alimentation. Les infirmières sont devenues mes guides sur ce nouveau terrain. Maria, avec 20 ans d'expérience, m'a appris comment toucher Noah sans submerger son système nerveux sensible. Jen m'a montré comment changer délicatement sa couche autour des fils et des tubes. Thomas, l'infirmier de nuit aux mains douces, avait toujours des nouvelles à me donner. Quand j'appelais à 2 heures du matin, incapable de dormir d'inquiétude. Vous vous débrouillez très bien, maman, me disait-elle, une réassurance à laquelle je m'accrochais quand tout le reste semblait hors de contrôle. Entre les temps de soins, je restais des heures à côté de l'incubateur de Noah, lui lisant des livres à voix haute ou lui parlant simplement d'une voix douce. Je lui parlais de la maison qui l'attendait, de son père qui l'aimait tant, du chat qui serait son premier ami. Parfois, je chantais des berceuses, sans me soucier de qui entendait ma voix fausse. Toutes les 3 heures, je me retirais dans la salle de pompage, un petit espace avec 3 cabines à rideaux où les mères en néonatologie exprimaient leur lait pour leur bébé fragile. C'est là que j'ai rencontré d'autres femmes qui vivaient le même cauchemar.
Les jumeaux de Sarah sont nés à 26 semaines. La fille de Jessica a une cardiopathie congénitale. Le fils de Monica a le syndrome de Down et une obstruction intestinale. Des circonstances différentes nous avaient amenés dans la même pièce, nos corps produisant du lait pour des bébés que nous pouvions à peine tenir. Ma belle-mère a dit que je devrais simplement donner du lait artificiel puisqu'il ne peut pas encore être allaité, a confié Jessica un après-midi pendant que nous étions assises avec nos pompes. Elle ne comprend pas pourquoi je me fais subir ça. Ma sœur m'a demandé si j'étais toujours coincée à l'hôpital toute la journée, a ajouté Monica en roulant des yeux. Comme si j'étais là par choix. Ces femmes comprenaient ce que ma famille ne pouvait pas. Le profond chagrin de quitter l'hôpital sans son bébé. La douleur physique de se remettre de l'accouchement tout en passant 12 heures par jour dans une chaise inconfortable. Le déchirement émotionnel de célébrer les plus petites victoires tout en vivant dans la peur constante des revers. Nous avons créé un groupe de discussion pour nous tenir mutuellement informés des bébés de chacune et nous offrir un soutien lorsque le voyage devenait trop accablant. Elles sont devenues ma famille de néonatologie, liée par une expérience que je n'aurais jamais choisie, mais que je ne pouvais pas naviguer seul. David faisait de son mieux pour être présent, mais la réalité s'est vite imposée. Son entreprise n'offrait que 2 semaines de congé de paternité, qu'il a dû prendre immédiatement après la naissance de Noah. Après cela, il est retourné au travail, venant à l'hôpital le soir et les week-ends. Je déteste vous laisser tous les deux, a-t-il confessé le premier jour de son retour au travail. Ça fait bizarre. Nous avons besoin de votre assurance maladie maintenant plus que jamais, lui ai-je rappelé. Et quelqu'un doit gagner de l'argent. Les factures ne vont pas s'arrêter parce que nos vies ont été interrompues. La réalité financière de notre situation devenait plus claire chaque jour. Même avec l'assurance, le coût d'un séjour en néonatologie était astronomique. Chaque jour ajoutait des milliers de dollars à notre dette médicale. Mon propre congé de maternité non rémunéré avait commencé plus tôt que prévu, et avec le long séjour de Noah à l'hôpital, j'envisageais la possibilité de devoir retourner au travail avant même qu'il ne rentre à la maison. David et moi nous rencontrions dans la cafétéria de l'hôpital pour dîner, picorant une nourriture fade tout en discutant de la logistique. Qui assurerait la relève du matin à l'hôpital? L'assurance avait-elle approuvé la dernière procédure? Pouvions-nous négocier avec mon patron pour un congé plus long? Devrions-nous envisager de contracter un prêt pour couvrir les dépenses? Ces conversations pratiques nous permettaient de fonctionner, mais elles laissaient peu de place pour traiter le traumatisme émotionnel que nous vivions. La nuit, seul dans notre lit, pendant que David dormait sur le canapé-lit pour me laisser de l'espace pour récupérer, je pleurais silencieusement dans mon oreiller, submergé par la peur, la culpabilité et la solitude. L'absence du soutien de ma famille devenait plus flagrante chaque jour qui passait. Je parcourais les réseaux sociaux pendant les longues heures au chevet de Noah et voyais des mises à jour de leur vie. Mon père et ma belle-mère à un concert. Tante Karen postant sur un dîner de famille auquel je n'avais pas été invité. Des cousins se réunissant pour un week-end dans une maison sur le lac de quelqu'un. La vie continuait pour eux comme si rien n'avait changé, tandis que mon monde s'était complètement effondré et reconstruit autour de la néonatologie. Chaque photo, chaque mise à jour décontractée sur leur vie normale me semblait un rappel délibéré de mon exclusion, de leur peu d'intérêt pour le combat de Noah ou ma lutte. J'essayais de refouler la douleur et de me concentrer sur ce qui comptait. Noah faisait des progrès lents mais constants. Il avait été passé du ventilateur à la CPAP, une forme de soutien respiratoire moins invasive. Il tolérait de petites quantités de mon lait maternel par sonde d'alimentation. Son poids avait augmenté à 1,7 kg à la fin de la 2e semaine. Il fait tout ce que nous voulons voir, m'a assuré le docteur Patterson, le néonatologue, lors des visites. Mais rappelez-vous, c'est un marathon, pas un sprint. Je me suis installé dans la routine de la néonatologie, trouvant de petits réconforts où je le pouvais. La chaise inclinable près de l'incubateur de Noah est devenue ma 2e maison. Je tenais un journal de ses progrès quotidiens, documentant chaque étape, aussi petite soit-elle. Premièrement, il a ouvert les yeux, premièrement, il a enroulé tout son doigt autour de mon index. Première alimentation complète sans déclencher d'alarme. Ces petites victoires m'ont soutenu dans les moments les plus sombres, les moments où l'isolement menaçait de tout submerger. En l'absence du soutien de ma famille, j'ai créé un nouveau système de soutien composé de professionnels de la santé, d'autres parents en néonatologie et des quelques amis qui faisaient l'effort de prendre régulièrement de mes nouvelles. À la 4e semaine, Noah était passé à une couveuse ouverte, maintenant sa propre température corporelle, une étape importante pour un prématuré. Il avait toujours besoin d'un soutien en oxygène et d'une aide à l'alimentation,
mais il devenait plus fort chaque jour. Ses traits devenaient plus définis, moins étranges, et ressemblaient davantage au bébé que j'avais imaginé pendant ma grossesse. Il a ton nez, a fait remarquer David un soir alors que nous nous penchions tous les deux sur la couveuse. Un rare moment où nous pouvions être tous les deux à l'hôpital ensemble. Et ton menton, ai-je ajouté doucement, caressant la joue de Noah avec un doigt. Il est parfait. Ce sont les moments qui rendaient les heures interminables à l'hôpital dignes d'intérêt. Ce sont les souvenirs que j'ai soigneusement enregistrés, sachant qu'un jour je raconterai à Noah l'histoire de son début difficile. Et je voulais me souvenir non seulement de la lutte, mais aussi du triomphe. Le 28e jour de la vie de Noah, je m'étais installé dans la routine familière. Les visites du matin s'étaient bien passées. Noah pesait 1,360 kg, un poids qui semblait miraculeux compte tenu de là où nous avions commencé. Il prenait plus de ses repas par la bouche, un signe prometteur que la sonde d'alimentation pourrait bientôt être retirée. Il pourrait être prêt pour son premier vrai bain aujourd'hui, a suggéré Maria pendant le temps de soins du matin. Voulez-vous essayer? C'était une étape que j'attendais avec impatience. Les infirmières donnaient à Noah un bain éponge depuis sa naissance, mais celui-ci serait différent, une chance de vraiment m'occuper de mon bébé d'une manière qui semblait normale. Certainement, ai-je accepté. Après le temps de soins de l'après-midi, avec quelques heures de libre, j'ai décidé de prendre une vraie pause déjeuner. La cafétéria de l'hôpital n'était pas connue pour son excellence culinaire, mais elle offrait un changement de décor par rapport à la néonatologie et une chance d'appeler David avec la bonne nouvelle concernant le bain. J'ai trouvé une table tranquille dans un coin et j'ai déballé mon sandwich. En sortant mon téléphone pour appeler David, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'écran était rempli de notifications. 62 appels manqués, 28 messages textes, 9 messages vocaux. La plupart provenaient de Jake avec des horodatages indiquant qu'il essayait de me joindre depuis des heures. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que j'ouvrais le dernier message texte. Gianna, répond au téléphone. C'est grave. Les doigts tremblants, je l'ai rappelé. Il a répondu au premier appel. Où étais-tu? Sa voix était tendue. J'essaie de te joindre depuis ce matin. Je suis en néonatologie, comme toujours. La peur dans sa voix m'a serré l'estomac. Qu'est-ce qui se passe? Il y eut une lourde pause avant que Jake ne reprenne la parole. C'est tante Betty. Elle a eu un accident de voiture ce matin. C'est assez grave. Ils ne savent pas si elle va s'en sortir. Le monde a semblé basculer. Tante Betty, le seul membre de la famille à part Jake, qui m'avait montré une quelconque gentillesse au fil des ans. Tante Betty, qui avait au moins envoyé des messages reconnaissant la naissance de Noah, même si elle n'était pas venue. Que s'est-il passé? J'ai réussi à demander. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge, a heurté son côté conducteur. Elle a des hémorragies internes et une blessure à la tête. Ils l'ont emmenée en chirurgie. La voix de Jake s'est légèrement brisée. Tout le monde est à l'hôpital mémorial maintenant. Papa a demandé, pourquoi tu n'es pas là? Un rire amer m'a échappé avant que je ne puisse m'arrêter. Il demande pourquoi je ne suis pas là? Tu es sérieux? Qu'est-ce que tu veux dire, Jake? Je suis assise avec mon fils prématuré en néonatologie depuis 4 semaines, et personne de notre famille n'a pris la peine de venir. Pas papa, pas Eleanor, pas tante Karen, pas aucun des cousins. Personne d'autre que toi n'a même appelé pour prendre de nos nouvelles. Le silence de l'autre côté de la ligne m'a fait comprendre que Jake traitait cette information. Ce n'est pas possible, a-t-il finalement dit. Ils ont dit qu'ils venaient régulièrement. Tante Karen a dit à tout le monde lors du dîner de dimanche dernier qu'elle t'apportait des repas et veillait sur Noah pour que tu puisses te reposer. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Elle a dit qu'elle te rendait visite 3 fois par semaine, qu'elle apportait des repas faits maison à l'hôpital, qu'elle veillait sur Noah pendant que tu faisais la sieste ou que tu te douchais. La voix de Jake était passée de la confusion à la colère. Elle a même montré à papa des photos de Noah qu'elle prétendait avoir prises elle-même. Mon esprit a travaillé à comprendre cela. Les seules photos que j'ai jamais envoyées au groupe familial sont celles que j'ai prises. Elle a dû les enregistrer et prétendre qu'elles étaient les siennes. Et les autres? Papa? Tante Betty, avant l'accident. Personne, Jake. Personne n'est venu. Ma voix s'est brisée alors que le poids total de la trahison me frappait. Ils savent tous où nous sommes. Ils savent tous à quel point c'est grave. Et personne n'est venu.
J'ai pu entendre le changement dans la respiration de Jake. Je pouvais presque sentir sa colère par téléphone. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai continué à demander pourquoi il ne parlait pas plus de Noah. Et Karen disait toujours que tu voulais de l'intimité, que tu étais stressé et que tu avais besoin d'un contact minimal. C'est le contraire de la vérité. J'envoie des mises à jour au groupe familial tous les quelques jours, et la plupart du temps, personne ne répond même. Je ne vois pas ces messages. Je me demande si elle a créé un groupe séparé sans moi. Il y eut un bruit de mouvement, comme si Jake faisait les 100 pas, c'est incroyable. J'ai essuyé mes larmes, consciente que les gens aux tables voisines commençaient à remarquer ma détresse. Je ne peux pas laisser Noah pour venir à Mémorial. Il est encore trop fragile et j'ai besoin d'être là pour ses soins. Je comprends. J'irai, mais bon, ça ne s'arrête pas là. Ils ne peuvent pas te traiter, toi et Noah comme ça. Après avoir raccroché avec Jake, je suis resté figé sur ma chaise de cafétéria, mon sandwich intact. L'ampleur de ce que je venais d'apprendre était presque trop pour être traité. Non seulement ma famille m'avait abandonné pendant l'expérience la plus traumatisante de ma vie, mais tante Karen avait activement menti à ce sujet, prétendant être de soutien tout en me laissant me débattre seul. Pourquoi? Quelle raison possible pouvait-elle avoir pour une telle cruauté? Et comment tous les autres avaient-ils accepté ces mensonges sans poser de questions, sans jamais prendre la peine de m'appeler directement ou de vérifier ces affirmations? Le souvenir de toutes ces nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir, me demandant pourquoi ma famille ne se souciait pas assez pour venir, prenait maintenant une nouvelle dimension de trahison. Ce n'était pas une simple négligence. C'était une tromperie délibérée. J'ai vérifié l'heure, réalisant que je devais retourner à la néonatologie pour les soins de l'après-midi de Noah. Malgré la bombe émotionnelle, les besoins de mon fils passaient avant tout. Je devrais traiter cette révélation plus tard. En retournant à la néonatologie, mon téléphone a vibré avec un SMS de Jake, je viens d'arriver à Mémorial. Tout le monde est là. Nous te donnerons des nouvelles de tante Betty bientôt, et je vais régler cette histoire de Karen. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai franchi les portes de la néonatologie, déterminée à être présente pour Noah, malgré la tempête qui faisait rage en moi. Il méritait une mère qui puisse mettre de côté sa propre douleur pour s'occuper de lui, et c'est exactement ce que j'avais l'intention d'être. 2 jours après la révélation des mensonges de tante Karen, Jake est arrivé en néonatologie, le visage mêlant épuisement et détermination. Il avait partagé son temps entre les 2 hôpitaux, vérifiant tante Betty, qui restait dans un état critique mais avait survécu à sa chirurgie, et venait rencontrer son neveu pour la première fois. « Oh mon Dieu !» a-t-il murmuré quand il a vu Noah pour la première fois dans sa couveuse ouverte. « Il est si petit. 1,450 kg ce matin, ai-je dit fièrement. Près d'une livre de plus que son poids de naissance. Les yeux de Jake se sont remplis de larmes alors qu'il touchait délicatement la main de Noah avec un doigt. Il est parfait, Jake. Absolument parfait. L'infirmière a montré à Jake comment se désinfecter correctement les mains et les bras avant de l'aider à s'installer dans le fauteuil inclinable pour son premier soin kangourou avec son neveu. Je l'ai regardé, le visage de mon frère passant de nerveux à émerveillé lorsque l'infirmière a placé Noah contre sa poitrine. Je peux sentir son cœur battre, a dit doucement Jake. Il est si rapide. C'est normal pour les prématurés, les jeux assurés. Tout en travaille à plein régime. Pendant 1 heure, Jake est resté immobile, craignant de déranger le minuscule bébé qui dormait sur sa poitrine. J'ai pris des photos, voulant immortaliser ce moment de pur amour au milieu de tout ce chaos. Lorsque l'infirmière est venue remettre Noah dans sa couveuse pour sa prochaine évaluation, Jake semblait physiquement peiné de le lâcher. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne l'ont pas vu, a-t-il dit une fois Noah installé. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne sont pas venus pour toi. La colère dans sa voix correspondait à ce qui montait en moi depuis notre appel téléphonique. Que as-tu découvert, ai-je demandé, le conduisant dans la salle familiale de néonatologie où nous pouvions parler en privé. C'est pire que ce que nous pensions, a dit Jake, passant une main dans ses cheveux. Karen t'a systématiquement isolé de la famille pendant des mois, voire des années. Après avoir annoncé ta grossesse, elle a commencé à dire à tout le monde que tu voulais de l'espace, que tu étais stressé et que tu avais besoin d'un minimum de contact. J'ai secoué la tête, incrédule. Ça n'a aucun sens. Pourquoi quelqu'un le croirait? Parce qu'elle l'a fait progressivement et qu'elle est convaincante. Elle disait des choses comme « Je viens de parler à Gianna hier et elle a demandé un peu d'intimité en ce moment où Gianna est submergée par les visiteurs. Elle a besoin d'une pause. »
Mais personne n'a pensé à m'appeler directement. Jake soupira. Tu connais notre famille. La communication n'a jamais été notre point fort depuis la mort de maman. Tout le monde s'en remet à Karen parce qu'elle est l'aînée et qu'elle s'est positionnée comme la matriarche de la famille. Il a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran d'un groupe de discussion familiale séparé dont je ne faisais pas partie. On y trouvait des messages de Karen mettant à jour tout le monde sur l'état de Noah, partageant les photos que j'avais envoyées au groupe original, mais agissant comme si elle les avait prises elle-même, et insinuant constamment que j'étais trop fragile pour les visiteurs ou les appels. Elle a même dit à papa que tu lui avais spécifiquement demandé de ne pas venir parce que le voir te rappellerait trop maman et que tu ne pouvais pas supporter ce stress émotionnel en plus de tout le reste. C'est absolument absurde, a ajouté Jake. C'est faux, ai-je dit, ma voix s'élevant suffisamment pour qu'une infirmière qui passait nous lance un regard inquiet. J'ai baissé la voix. J'aurais tout donné pour avoir le soutien de ma famille ces dernières semaines. Je sais, Jake m'a serré la main. Et maintenant, ils le savent aussi. Quand je suis arrivé à Mémorial et que tout le monde a demandé pourquoi tu n'étais pas là, j'ai dit la vérité. Que tu étais seul en néonatologie depuis un mois, que personne n'était venu, et que tu n'étais pas au courant pour tante Betty parce que personne n'avait pris la peine de maintenir un vrai contact avec toi. Comment ont-ils réagi? Papa était sous le choc. Il n'arrêtait pas de dire que Karen lui avait dit que tu recevais tout le soutien dont tu avais besoin, que tu allais bien. La fille de tante Betty, Lisa, était furieuse. Elle a dit que Karen lui avait spécifiquement dit de ne pas venir te voir parce que la néonatologie avait des limites strictes pour les visiteurs et que tes places étaient toutes prises par papa et Karen. Chaque nouveau mensonge semblait une autre trahison. Des gens avec qui j'avais grandi, des gens qui auraient dû mieux savoir, avaient laissé une personne dicter leur relation avec moi pendant la période la plus vulnérable de ma vie. Je veux la confronter, ai-je dit, une nouvelle résolution se durcissant en moi. Je veux que tout le monde entende ce qu'elle a fait. Jake hocha la tête. Je pensais que tu dirais ça. J'ai organisé un appel vidéo pour ce soir. Tout le monde sera dans la chambre d'hôpital de tante Betty et nous pourrons te connecter d'ici. Ils veulent tous voir Noah et entendre directement de toi. L'idée d'affronter tout le monde, de mettre à nu la vérité de mon isolement, était à la fois terrifiante et nécessaire. Pour le bien de Noah et pour le mien, j'avais besoin de retrouver ma voix dans ma famille. Ce soir-là, tandis que Noah dormait paisiblement dans sa couveuse à côté de moi, Jake a appelé de la chambre d'hôpital de tante Betty. Sur mon écran sont apparus les visages de ma famille réunis autour d'un ordinateur portable. Mon père, qui semblait plus âgé que dans mes souvenirs. Eleanor, sa main sur son épaule. Les cousins Lisa et Mark, les enfants de tante Betty. Et là, sur le bord du cadre, tante Karen, son expression soigneusement neutre. Gianna, commença mon père, la voix épaisse d'émotion. Jake nous dit que nous avons été trompés sur ta situation. Avant que je ne puisse répondre, j'ai incliné mon téléphone pour leur montrer. Papa, c'est ton petit-fils. Tes neveux Lisa et Mark, ton arrière-petit-neveu. Tante Karen. Il a 4 semaines aujourd'hui, et aucun de vous ne l'a rencontré. Il y eut une inspiration collective lorsqu'ils virent Noah pour la première fois, si petit dans sa couveuse avec des moniteurs attachés à son minuscule corps. Oh, Gianna, murmura Lisa. Il est beau. Karen nous a dit que la néonatologie restreignait les visiteurs en raison des risques d'infection, a dit mon père, ses yeux ne quittant pas l'image de Noah à l'écran. Elle a dit que seuls les parents et les grands-parents étaient autorisés et que tu lui avais demandé d'y aller à ma place parce que je te rappelais trop maman et que tu ne pouvais pas supporter ce stress émotionnel en plus de tout le reste. J'ai ramené la caméra sur mon visage. C'est un mensonge. La néonatologie autorise 4 visiteurs désignés par bébé. David et moi sommes 2. Jake est maintenant le 3e. Nous avons gardé la 4e place, en espérant que quelqu'un de notre famille la voudrait. Karen a dit que tu allais bien, que tu avais beaucoup de soutien, a ajouté Mark, son expression troublée. J'étais seul, ai-je dit, ne pouvant plus contenir la douleur dans ma voix. David doit travailler pour garder notre assurance. Je suis assise dans cet hôpital pendant 12 heures par jour à regarder mon fils se battre pour sa vie sans soutien familial, à part les appels téléphoniques de Jake. Je tire du lait maternel toutes les 3 heures, je me remets d'une césarienne, je gère les décisions médicales et la paperasse d'assurance, tout cela en ayant peur que mon bébé ne survive pas. Et aucun d'entre vous ne m'a appelé directement pour prendre de mes nouvelles. Le silence qui suivit fut lourd de honte. Tous les visages à l'écran, à l'exception de celui de Karen,
montrait un choc et des remords. Pourquoi, ai-je finalement demandé, regardant directement Karen. Pourquoi mentir à tout le monde? Pourquoi m'isoler quand j'avais le plus besoin de ma famille? Le visage de Karen est resté impassible. Je protégeais la famille de ton drame. Tu as toujours recherché l'attention, tout comme ta mère. Toujours la victime. Toujours besoin que tout le monde lâche tout pour ta crise. La cruauté de ces mots m'a laissé momentanément sans voix. Comment oses-tu? La voix de Jake était dure, empreinte de colère. Le fils de Gianna est en néonatologie. Ce n'est pas du drame ou de la recherche d'attention. J'ai rendu visite une fois, a continué Karen, comme si Jake n'avait pas parlé. La première semaine, tu dormais, alors je ne t'ai pas réveillé. J'ai vu assez pour savoir que les infirmières avaient tout sous contrôle. Il n'était pas nécessaire que toute la famille bouleverse sa vie. Tu n'es jamais venu, ai-je dit, retrouvant ma voix. Jamais. Si tu étais venu, une des infirmières se serait souvenue de toi et t'aurait enregistré comme visiteur dans notre dossier. Tu m'appelles menteuse? La voix de Karen s'est élevée, défensive. Oui, ai-je dit simplement. Je t'appelle menteuse. Tu as menti à tout le monde sur ta visite. Tu as menti sur le fait que je demandais de l'intimité. Tu as menti sur les politiques de la néonatologie. Et tu as volé les photos que j'ai envoyées au groupe familial pour prétendre les avoir prises toi-même. Les visages sur mon écran se tournèrent vers Karen, qui était maintenant visiblement décontenancée. J'essayais d'épargner à tout le monde les mises à jour médicales constantes et le drame, a-t-elle insisté. Personne n'a besoin d'entendre tous les détails sur chaque once que le bébé prend ou chaque résultat de test. Ce n'était pas à toi de décider, a dit mon père, la voix plus dure que je ne l'avais jamais entendue. C'était à nous de décider. Tu nous as retiré ce choix. Ce qui a suivi fut douloureux mais nécessaire. Un par un, les membres de la famille ont partagé ce que Karen leur avait dit sur moi, sur Noah, sur la situation. La toile de mensonges était si étendue qu'il a fallu près d'une heure pour la démêler. Tout au long de la conversation, Karen a alterné entre des justifications défensives et des déclarations larmoyantes selon lesquelles elle n'avait fait qu'essayer d'aider. À la fin de l'appel, des limites avaient été tracées. Mon père et Eleanor venaient rencontrer Noah le lendemain. Lisa et Mark viendraient quand ils pourraient quitter le chevet de tante Betty, et il a été dit sans équivoque à Karen que sa manipulation ne serait plus tolérée. Je veux être très clair, ai-je dit avant de raccrocher. Je me concentre sur Noah en ce moment. Sa santé et son bien-être sont ma priorité. Je n'ai pas l'énergie émotionnelle nécessaire pour maintenir des relations avec des personnes qui ne me respectent pas ou qui apportent de la négativité dans nos vies. À l'avenir, je choisirai soigneusement qui fait partie de notre cercle familial. La seule relation de sang ne suffit pas. Avec ces mots, j'ai coupé l'appel, émotionnellement vidé, mais étrangement plus légère, comme si un fardeau que je portais depuis des années avait enfin été déposé. Le lendemain de l'appel vidéo, je suis arrivé en néonatologie pour trouver mon père et Eleanor déjà là, venus tôt pour parler au médecin avant mon arrivée. Voir mon père debout devant la chambre de Noah, son visage marqué par un mélange d'admiration et de regret alors qu'il regardait par la fenêtre son minuscule petit-fils a déverrouillé quelque chose dans ma poitrine. « Papa » ai-je dit en m'approchant doucement de lui. Il s'est retourné et pour la première fois depuis la mort de ma mère, je l'ai vu pleurer ouvertement. « Gianna, je suis tellement désolé. J'aurais dû savoir mieux. J'aurais dû t'appeler directement. Je voulais garder ma colère, lui demander des comptes sur son absence, mais voir son remords sincère a affaibli ma résolution. Tu aurais dû, ai-je concédé. Mais tu es là maintenant. » Eleanor s'est avancée, son comportement habituellement réservé remplacé par une préoccupation sincère. « Nous avons apporté des choses pour toi et Noah, a-t-elle dit, indiquant un grand sac à ses pieds. Les infirmières nous ont dit ce qui pourrait être utile. Dans le sac se trouvaient des vêtements doux pour prématurés, un journal spécialement conçu pour les parents en néonatologie pour suivre les étapes, une carte cadeau pour la cafétéria de l'hôpital, des chaussons confortables pour moi, et plusieurs livres à lire à Noah. Les infirmières nous ont également donné des instructions détaillées sur la façon de rendre visite correctement, a ajouté mon père. Nous sommes ici depuis une heure à apprendre les protocoles et à obtenir nos badges de visiteurs. Leur effort était un point de départ, un geste qui reconnaissait la profondeur de leur négligence précédente. Ensemble, nous sommes entrés dans la chambre de Noah où une infirmière vérifiait ses signes vitaux. « Bonjour, petit homme » lui dit-elle joyeusement. « Tu as des visiteurs aujourd'hui. »
Après s'être lavé les mains et les bras selon le protocole de néonatologie, mon père et Eleanor ont été présentés correctement à leur petit-fils. Je les regardais, mon père stoïque se transformait sous mes yeux, ses expressions s'adoucissant alors que l'infirmière expliquait comment toucher Noah doucement. Il connaît déjà la voix de sa mère, leur a dit l'infirmière. Parlez-lui. Laissez-le apprendre aussi vos voix. Mon père s'est penché près de la couveuse. Bonjour, Noah, a-t-il dit, sa voix exceptionnellement douce. Je suis ton grand-père. Je suis désolé d'être en retard à la fête, mais je te promets que je serai là désormais. Cette promesse a marqué le début d'un nouveau chapitre dans notre histoire familiale. Au cours des semaines suivantes, alors que Noah continuait de se renforcer, mon système de soutien s'est élargi. Mon père venait tous les 2 jours, apportant souvent de la nourriture à David et à moi, ou proposant de veiller sur Noah pour que je puisse prendre une vraie douche ou faire la sieste dans la salle familiale. Lisa et Marc, une fois tante Betty stabilisée, sont également devenus des visiteurs réguliers, s'émerveillant des progrès de Noah et apportant de petits cadeaux à chaque visite. Même certains de mes cousins, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient été manipulés par Karen, ont tendu la main avec des messages de soutien et des offres d'aide. Mais le développement le plus surprenant est venu lorsque tante Betty, enfin éveillée et se remettant de son accident, a demandé à me faire un appel vidéo depuis sa chambre d'hôpital. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit, son visage encore meurtri par l'accident. Karen a toujours été jalouse de ta mère et par extension de toi. J'ai laissé Karen prendre le contrôle des communications familiales parce que cela semblait plus facile, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait si loin. Pourquoi était-elle jalouse de ma mère, ai-je demandé une question qui me taraudait depuis des années. Tante Betty soupira. Ta mère était toujours la préférée, celle qui obtenait les opportunités et les éloges. Karen était la responsable, celle qui est restée près de chez elle et qui s'est occupée de nos parents. Mais ta mère était celle que tout le monde adorait quand elle est morte si jeune, laissant derrière elle une fille qui lui ressemblait tellement. Je pense que c'était trop pour Karen à supporter. Cette explication n'excusait pas le comportement de Karen, mais elle offrait un contexte à une vie de cruauté subtile qui avait culminé dans cette trahison ultime. Comprendre la racine de ses actions n'a pas guéri la blessure, mais cela m'a aidé à reconnaître que son comportement n'avait jamais vraiment été à mon sujet. Quant à Karen elle-même, elle avait été effectivement ostracisée du cercle intérieur de la famille. Après que la vérité ait éclaté, personne n'était prêt à lui faire confiance comme autrefois. Elle a fait une tentative pour visiter la néonatologie, se présentant sans prévenir avec un ours en peluche pour Noah, mais j'avais déjà demandé aux infirmières de ne pas l'ajouter à notre liste de visiteurs approuvés. Je suis sa grand-tante, a-t-elle protesté quand elle a été arrêtée à l'entrée de la néonatologie. J'ai tout à fait le droit de le voir. Non, tu n'as pas, lui ai-je dit fermement quand l'infirmière m'a appelé à la réception. Tu as renoncé à ce droit lorsque tu as menti à toute notre famille et que tu m'as laissé faire face à cela seul. Les seules personnes qui ont le droit de voir Noah sont celles qui ont prouvé qu'elle pouvait être fiable pour nous soutenir. Elle est partie en larmes, envoyant plus tard un long email justifiant ses actions et se positionnant comme la victime d'une conspiration familiale. Je l'ai supprimé sans répondre. Certaines relations ne valaient pas la peine d'être sauvées. Pas quand elle apportait constamment de la douleur plutôt que du réconfort. Avec le drame familial plus ou moins résolu, j'ai pu me concentrer davantage sur Noah et son développement. À sa 6e semaine, il avait atteint 1,8 kg et prenait la plupart de ses repas par la bouche, des étapes majeures qui nous rapprochaient de la possibilité de rentrer à la maison. Les infirmières de néonatologie, qui étaient devenues comme une famille, célébraient chacun de ces accomplissements avec nous. Sophia, en particulier, avait montré un intérêt particulier pour notre cas. J'ai eu un prématuré aussi, m'a-t-elle confié un soir lors d'un service de nuit tranquille. Il y a 20 ans. 26 semaines, 850 G. Il est à l'université maintenant, étudiant l'ingénierie. Ces petits battants font des choses incroyables. Ces mots étaient exactement l'encouragement dont j'avais besoin dans les moments les plus bas, lorsque les progrès semblaient lents ou lorsque Noah avait des revers, comme c'est inévitablement le cas pour tous les bébés en néonatologie. Il y eut la semaine où il a lutté contre des épisodes de bradycardie, son rythme cardiaque chutant de façon inattendue. Le jour terrifiant où il a dû être remis sous oxygène après avoir attrapé un léger rhume d'un membre du personnel. La période frustrante où il semblait avoir oublié comment coordonner la succion et la déglutition, nécessitant la réinsertion de la sonde d'alimentation. À travers chaque défi, mon nouveau système de soutien s'est rallié autour de nous. Les parents de David, qui vivaient à l'autre bout du pays et n'avaient pas pu voyager immédiatement après la naissance de Noah,
sont finalement arrivés pour une visite de 2 semaines, nous apportant une aide supplémentaire et donnant à David et à moi une chance de dîner en dehors de l'hôpital de province pour la première fois depuis la naissance de Noah. Mes amis de néonatologie sont restés une source constante de réconfort, surtout lorsque certaines de leurs bébés ont commencé à sortir. La fille de Jessica est rentrée chez elle après 8 semaines avec un plan de surveillance de sa condition cardiaque. Le fils de Monica a été transféré dans un hôpital spécialisé pour sa chirurgie, mais devrait rentrer chez lui par la suite. Chaque succès nous donnait l'espoir que le tour de Noah viendrait aussi. Et puis il y avait Jake, qui s'était avéré être le meilleur oncle et frère que j'aurais pu demander. Il s'était temporairement installé à Seattle, prenant un congé de son emploi à Chicago pour nous aider à traverser cette période difficile. Il m'apportait des vêtements propres à l'hôpital, s'occupait des courses et de la préparation des repas pour David, et passait des heures au chevet de Noah pour que David et moi puissions nous reposer occasionnellement en même temps. C'est ce que fait la famille, a-t-il dit simplement quand j'ai essayé de le remercier. Nous nous montrons l'un l'autre, quoi qu'il arrive. C'était un profond rappel de ce que devrait être la famille, un contraste frappant avec ce que j'avais vécu avec une grande partie de ma famille élargie pendant la majeure partie de ma vie. Dans le creuset de ce voyage en néonatologie, le véritable sens de la famille était en train d'être redéfini sous mes yeux. Il s'agissait moins de liens du sang que de ceux qui choisissaient de se tenir à vos côtés lorsque la vie était la plus difficile. Alors que la date de sortie de Noah commençait à ressembler à une réelle possibilité plutôt qu'à un rêve lointain, je me suis retrouvé à réfléchir à la façon dont cette expérience m'avait transformé. La femme qui était entrée en néonatologie 7 semaines plus tôt, terrifiée et submergée, avait été remplacée par quelqu'un de plus fort, plus assertif, et plus clair sur ses priorités. J'avais appris à défendre farouchement mon enfant, remettant en question les décisions médicales si nécessaires et insistant pour obtenir des explications que je pouvais comprendre. J'avais trouvé le courage de fixer des limites avec les membres toxiques de ma famille, privilégiant le bien-être de Noah et ma propre santé mentale plutôt que l'obligation ou la tradition. J'avais découvert des réserves de force dont je ne me savais pas capable, endurant des semaines d'incertitude et de peur sans me briser. Plus important encore, j'avais appris que la famille était quelque chose que l'on pouvait choisir et créer, pas seulement hériter. Les liens forgés en néonatologie avec d'autres parents, avec des infirmières compatissantes, avec mon frère dévoué et mon père nouvellement présent, étaient tout aussi réels et précieux que ceux définis par la génétique. Après 8 semaines et 3 jours en néonatologie, Noah a finalement été autorisé à rentrer à la maison. Pesant 2,350 kg, il était toujours petit par rapport au bébé à terme, mais il avait atteint tous les critères de sortie, maintenant sa température corporelle, s'alimentant de manière constante par la bouche, prenant du poids régulièrement et respirant sans assistance. Le matin où nous nous sommes préparés à quitter l'hôpital était rempli d'émotions contradictoires. De la joie et de l'excitation bien sûr, mais aussi de l'anxiété à l'idée de m'occuper de lui sans le soutien constant de l'équipe médicale. Les moniteurs qui avaient suivi chacun de ses battements de cœur et de ses respirations ne rentreraient pas avec nous. Une perspective à la fois libératrice et terrifiante. « Tu es prête pour ça ?» m'a assuré Maria en nous aidant à rassembler les affaires de Noah. « Tu t'es entraîné pendant 8 semaines. Tu connais ce bébé mieux que quiconque. » Le personnel de néonatologie nous avait préparés méticuleusement, insistant pour que David et moi démontrions notre compétence dans tous les aspects des soins de Noah avant d'envisager la sortie. Nous avions appris la RCR infantile, comment reconnaître les signes de détresse, comment administrer les vitamines et les suppléments de fer dont il aurait besoin, et les techniques d'alimentation précises qui lui convenaient le mieux. Pourtant, quitter le filet de sécurité de la néonatologie était décourageant. Et si quelque chose arrive, ai-je demandé à David la nuit avant la sortie, alors que nous préparions la chambre de bébé à la maison. Et si nous manquons quelque chose que les moniteurs auraient détecté? Alors nous le gérerons, a dit David fermement, assemblant le berceau spécial incliné recommandé pour les problèmes de reflux persistants de Noah. Nous avons le pédiatre en ligne directe. Nous avons notre rendez-vous de suivi en néonatologie la semaine prochaine. Et nous avons l'un l'autre. Nous pouvons le faire, Gianna. Sa confiance a renforcé la mienne, et le matin, je me suis senti prête à franchir cette prochaine étape de notre voyage. Jake était resté passer la nuit dans notre appartement, nettoyant et préparant un dîner spécial de bienvenue. Les parents de David, qui vivaient à l'autre bout du pays et n'avaient pas pu voyager immédiatement après la naissance de Noah, sont finalement arrivés pour une visite de 2 semaines, nous apportant une aide supplémentaire et donnant à David et à moi une chance de dîner en dehors de l'hôpital de province pour la première fois depuis la naissance de Noah. Mes amis de néonatologie sont restés une source constante de réconfort, surtout lorsque certaines de leurs bébés ont commencé à sortir.
La fille de Jessica est rentrée chez elle après 8 semaines avec un plan de surveillance de sa condition cardiaque. Le fils de Monica a été transféré dans un hôpital spécialisé pour sa chirurgie, mais devrait rentrer chez lui par la suite. Chaque succès nous donnait l'espoir que le tour de Noah viendrait aussi. Et puis il y avait Jake, qui s'était avéré être le meilleur oncle et frère que j'aurais pu demander. Il s'était temporairement installé à Seattle, prenant un congé de son emploi à Chicago pour nous aider à traverser cette période difficile. Il m'apportait des vêtements propres à l'hôpital, s'occupait des courses et de la préparation des repas pour David, et passait des heures au chevet de Noah pour que David et moi puissions nous reposer occasionnellement en même temps. C'est ce que fait la famille, a-t-il dit simplement quand j'ai essayé de le remercier. Nous nous montrons l'un l'autre, quoi qu'il arrive. C'était un profond rappel de ce que devrait être la famille, un contraste frappant avec ce que j'avais vécu avec une grande partie de ma famille élargie pendant la majeure partie de ma vie. Dans le creuset de ce voyage en néonatologie, le véritable sens de la famille était en train d'être redéfini sous mes yeux. Il s'agissait moins de liens du sang que de ceux qui choisissaient de se tenir à vos côtés lorsque la vie était la plus difficile. Alors que la date de sortie de Noah commençait à ressembler à une réelle possibilité plutôt qu'à un rêve lointain, je me suis retrouvé à réfléchir à la façon dont cette expérience m'avait transformé. La femme qui était entrée en néonatologie 7 semaines plus tôt, terrifiée et submergée, avait été remplacée par quelqu'un de plus fort, plus assertif, et plus clair sur ses priorités. J'avais appris à défendre farouchement mon enfant, remettant en question les décisions médicales si nécessaires et insistant pour obtenir des explications que je pouvais comprendre. J'avais trouvé le courage de fixer des limites avec les membres toxiques de ma famille, privilégiant le bien-être de Noah et ma propre santé mentale plutôt que l'obligation ou la tradition. J'avais découvert des réserves de force dont je ne me savais pas capable, endurant des semaines d'incertitude et de peur sans me briser. Plus important encore, j'avais appris que la famille était quelque chose que l'on pouvait choisir et créer, pas seulement hériter. Les liens forgés en néonatologie avec d'autres parents, avec des infirmières compatissantes, avec mon frère dévoué et mon père nouvellement présent, étaient tout aussi réels et précieux que ceux définis par la génétique. Après 8 semaines et 3 jours en néonatologie, Noah a finalement été autorisé à rentrer à la maison. Pesant 2,350 kg, il était toujours petit par rapport au bébé à terme, mais il avait atteint tous les critères de sortie, maintenant sa température corporelle, s'alimentant de manière constante par la bouche, prenant du poids régulièrement et respirant sans assistance. Le matin où nous nous sommes préparés à quitter l'hôpital était rempli d'émotions contradictoires. De la joie et de l'excitation bien sûr, mais aussi de l'anxiété à l'idée de m'occuper de lui sans le soutien constant de l'équipe médicale. Les moniteurs qui avaient suivi chacun de ses battements de cœur et de ses respirations ne rentreraient pas avec nous. Une perspective à la fois libératrice et terrifiante. « Tu es prête pour ça ?» m'a assuré Maria en nous aidant à rassembler les affaires de Noah. « Tu t'es entraîné pendant 8 semaines. Tu connais ce bébé mieux que quiconque. » Le personnel de néonatologie nous avait préparés méticuleusement, insistant pour que David et moi démontrions notre compétence dans tous les aspects des soins de Noah avant d'envisager la sortie. Nous avions appris la RCR infantile, comment reconnaître les signes de détresse, comment administrer les vitamines et les suppléments de fer dont il aurait besoin, et les techniques d'alimentation précises qui lui convenaient le mieux. Pourtant, quitter le filet de sécurité de la néonatologie était décourageant. Et si quelque chose arrive, ai-je demandé à David la nuit avant la sortie, alors que nous préparions la chambre de bébé à la maison. Et si nous manquons quelque chose que les moniteurs auraient détecté? Alors nous le gérerons, a dit David fermement, assemblant le berceau spécial incliné recommandé pour les problèmes de reflux persistants de Noah. Nous avons le pédiatre en ligne directe. Nous avons notre rendez-vous de suivi en néonatologie la semaine prochaine. Et nous avons l'un l'autre. Nous pouvons le faire, Gianna. Sa confiance a renforcé la mienne, et le matin, je me suis senti prête à franchir cette prochaine étape de notre voyage. J'ai qu'été resté passer la nuit dans notre appartement, nettoyant et préparant un dîner spécial de bienvenue. Les parents de David, qui vivaient à l'autre bout du pays et n'avaient pas pu voyager immédiatement après la naissance de Noah, sont finalement arrivés pour une visite de 2 semaines, nous apportant une aide supplémentaire et donnant à David et à moi une chance de dîner en dehors de l'hôpital de province pour la première fois depuis la naissance de Noah. Mes amis de néonatologie sont restés une source constante de réconfort, surtout lorsque certaines de leurs bébés ont commencé à sortir. La fille de Jessica est rentrée chez elle après 8 semaines avec un plan de surveillance de sa condition cardiaque. Le fils de Monica a été transféré dans un hôpital spécialisé pour sa chirurgie, mais devrait rentrer chez lui par la suite. Chaque succès nous donnait l'espoir que le tour de Noah viendrait aussi.
Et puis il y avait Jake, qui s'était avéré être le meilleur oncle et frère que j'aurais pu demander. Il s'était temporairement installé à Seattle, prenant un congé de son emploi à Chicago pour nous aider à traverser cette période difficile. Il m'apportait des vêtements propres à l'hôpital, s'occupait des courses et de la préparation des repas pour David, et passait des heures au chevet de Noah pour que David et moi puissions nous reposer occasionnellement en même temps. C'est ce que fait la famille, a-t-il dit simplement quand j'ai essayé de le remercier. Nous nous montrons l'un l'autre, quoi qu'il arrive. C'était un profond rappel de ce que devrait être la famille, un contraste frappant avec ce que j'avais vécu avec une grande partie de ma famille élargie pendant la majeure partie de ma vie. Dans le creuset de ce voyage en néonatologie, le véritable sens de la famille était en train d'être redéfini sous mes yeux. Il s'agissait moins de liens du sang que de ceux qui choisissaient de se tenir à vos côtés lorsque la vie était la plus difficile. Jake avait préparé la chambre de bébé, l'adaptant aux besoins d'un prématuré plutôt qu'à ceux d'un bébé à terme comme nous l'avions prévu. Les lumières vives du plafond avaient été remplacées par des lampes plus douces pour protéger les yeux sensibles de Noah. Un humidificateur maintenait le niveau d'humidité optimal pour ses poumons encore en développement. Le babyphone était le modèle le mieux noté, conçu pour détecter les moindres changements dans ses schémas respiratoires. Lorsque nous sommes finalement sortis des portes de l'hôpital, Noah attaché en toute sécurité dans son siège auto avec des inserts spéciaux pour prématurés. Cela semblait surréaliste. Le monde extérieur semblait trop bruyant, trop lumineux, trop plein de germes potentiels pour notre bébé fragile. David a conduit à la maison en respectant exactement la limite de vitesse, prenant les virages avec une lenteur exagérée tandis que je restais à l'arrière à côté de Noah, surveillant chacun de ses mouvements. En arrivant à la maison, nous avons été accueillis par un petit comité de bienvenue. Jake, mon père, Eleanor et Lisa s'étaient rassemblés avec des ballons et une bannière disant « Bienvenue à la maison, Noah ». Leur enthousiasme était tempéré par la compréhension, gardant leur voix basse et s'assurant que tout le monde s'était désinfecté les mains avant d'entrer dans l'appartement. « Nous ne resterons pas longtemps, a promis mon père. Nous voulions juste vous voir vous installer. » Fidèles à leurs paroles, après une brève célébration et quelques photos, ils nous ont laissé nous adapter à notre nouvelle réalité de famille de 3 personnes à la maison pour la première fois. Le calme qui s'est installé après leur départ était à la fois paisible et intimidant. Pendant 8 semaines, Noah avait été entouré des sons ambiants de la néonatologie, du bourdonnement constant des machines et des conversations douces des infirmières. Maintenant, il n'y avait que nous 3 dans notre appartement, le tic-tac de l'horloge soudainement fort dans le silence. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » ai-je demandé à David, mi-sérieuse, mi-plaisant, alors que nous nous tenions devant Noah dormant dans son berceau. « Maintenant, nous vivons, » a-t-il dit, me passant simplement le bras autour de la taille. Un jour à la fois. Ces premières semaines à la maison ont établi un nouveau rythme pour notre famille. Noah avait besoin de manger toutes les 3 heures, jour et nuit, un horaire qui nous laissait épuisés mais reconnaissants. Chaque once qu'il prenait était une victoire. Chaque cycle de sommeil paisible était un cadeau. Chaque sourire, bien que les médecins aient insisté pour que ce ne soit que des réflexes à cet âge, semblait un message personnel de résilience. À 2 mois, bien qu'équivalent seulement à un bébé de 2 semaines en âge corrigé, Noah prospérait d'une manière qui étonnait même ses médecins. Son développement était étroitement surveillé par des contrôles hebdomadaires et la clinique de suivi spécialisée pour prématurés, mais jusqu'à présent, il ne montrait aucun signe des complications à long terme qui affectent souvent les bébés nés si tôt. C'est pendant cette période d'adaptation et d'optimisme prudent que nous avons reçu l'invitation à la fête de bienvenue de tante Betty. Elle avait passé 6 semaines à l'hôpital et en centre de rééducation après son accident, et la famille se réunissait pour célébrer son retour à la maison. Nous n'avons pas à y aller, a dit David quand je lui ai montré l'invitation. Personne ne nous blâmerait de rester à la maison avec Noah. Mais j'ai ressenti qu'il était important d'y assister, non seulement pour soutenir tante Betty, qui était devenue une alliée inattendue, mais aussi pour redéfinir ma place au sein de la famille selon mes propres termes. De plus, Jake avait confirmé que tante Karen serait là. Et bien que la confrontation ne soit pas mon objectif, j'avais besoin d'établir des limites claires en personne. Après avoir consulté le pédiatre de Noah, nous avons pris des dispositions pour y assister brièvement avec des précautions strictes pour protéger le système immunitaire encore vulnérable de Noah. Il resterait à la maison avec une infirmière de confiance de la néonatologie qui faisait occasionnellement des soins privés, nous permettant à David et moi d'y assister ensemble. Le rassemblement chez tante Betty était plus petit que les événements familiaux typiques du passé, peut-être en raison de son état encore fragile. Quand David et moi sommes arrivés, nous avons été chaleureusement accueillis par la plupart des membres, bien que je puisse sentir Karen nous observer de l'autre côté de la pièce,
son expression illisible. Tante Betty, assise dans un fauteuil inclinable avec ses jambes toujours plâtrées, a pris mes mains dès que je me suis approché. « Comment va notre petit guerrier ?» a-t-elle demandé. Je lui ai montré des photos récentes de Noah, maintenant plus corpulent et ressemblant davantage à un nouveau-né typique, bien qu'encore petit pour son âge. « Il est incroyable », ai-je dit fièrement. Les médecins sont très satisfaits de ses progrès. J'ai hâte de le rencontrer quand il sera prêt pour plus de visiteurs, a-t-elle dit, mais seulement quand tu diras que c'est le moment. J'ai appris ma leçon sur le fait de laisser les autres dicter les relations familiales. Son regard pointu vers Karen n'est pas passé inaperçu par les personnes présentes. L'atmosphère dans la pièce a légèrement changé, les conversations se taisant comme en anticipation d'une confrontation. Je n'avais aucun désir de créer un drame lors d'un événement destiné à célébrer le rétablissement de tante Betty. Mais quand Karen m'a approché plus tard alors que je prenais un verre dans la cuisine, j'ai su que la conversation ne pouvait être évitée. « Ton bébé a l'air bien », a-t-elle dit sèchement. Je suis contente que les choses se soient bien passées. Le rejet désinvolte de l'expérience traumatisante que nous avions vécue, la minimisation du combat de Noah pour la survie comme quelque chose qui s'était simplement bien passé, a déclenché une colère calme en moi. Son nom est Noah, ai-je dit calmement. Et oui, il va bien maintenant, malgré le fait qu'il a passé les 2 premiers mois de sa vie à l'hôpital sans le soutien de sa famille élargie à cause de tes mensonges. Karen a jeté un coup d'œil autour d'elle, visiblement mal à l'aise avec la franchise de ma déclaration. Je pense qu'il y a eu des malentendus des 2 côtés, a-t-elle commencé. Non, ai-je interrompu, gardant ma voix basse mais ferme. Il y a eu une tromperie délibérée de ta part, et ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier. Je ne m'attends pas à des excuses parce que je ne crois pas que tu penses avoir fait quelque chose de mal. Mais je veux être très clair sur quelque chose. Tu n'auras pas de relation avec mon fils à moins que tu ne puisses reconnaître le mal que tu as causé et faire de véritables réparations. Son visage est devenu rouge de colère. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon arrière-petit-neveu. Je suis de la famille. Être de la famille, ce n'est pas seulement le sang, Karen. C'est la confiance, le soutien et le souci sincère. Tu n'as montré aucune de ces choses. Alors oui, je peux et je déciderai qui a une place dans la vie de Noah, et pour l'instant, ça ne t'inclut pas. Je l'ai laissé debout dans la cuisine, rejoignant David dans le salon avec un sentiment de paix retrouvé. Établir cette limite était nécessaire, non seulement pour Noah, mais pour ma propre guérison. Alors que nous nous apprêtions à quitter la réunion tôt pour retourner auprès de Noah, plusieurs membres de la famille se sont approchés pour demander quand ils pourraient le rencontrer. Au lieu de faire des promesses vides ou d'éviter la question comme je l'aurais fait dans le passé, j'ai été direct. Nous limitons les visiteurs tant que son système immunitaire se renforce. Mais nous organiserons une petite célébration de bienvenue dans quelques semaines. Ceux qui nous ont soutenus pendant ce voyage seront invités. Le message était clair. Les relations avec ma famille à l'avenir seraient basées sur les actions, et non sur de simples titres familiaux. Certains ont compris immédiatement, acquiesçant en reconnaissance de ce qui avait été perdu et de ce qui devait être reconstruit. D'autres semblaient confus ou blessés, ne comprenant toujours pas pleinement comment leur absence pendant notre crise m'avait affecté. Dans les mois qui ont suivi, notre cercle familial s'est lentement élargi pour inclure ceux qui ont fait preuve d'un intérêt sincère pour le bien-être de Noah et d'un respect pour nos limites en tant que parents. Mon père et Eleanor sont devenus des visiteurs réguliers, regagnant progressivement ma confiance par leur présence et leur soutien constant. Jake est resté notre membre de famille le plus dévoué, s'installant finalement définitivement à Seattle pour être plus près de nous. Tante Betty, une fois suffisamment rétablie pour voyager, est venue rencontrer Noah en personne, apportant avec elle de vieilles photos de ma mère qu'elle pensait que j'aimerais peut-être donner à Noah un jour. C'est lors de sa visite qu'elle a partagé davantage sur l'histoire compliquée entre ma mère et Karen, m'aidant à comprendre que les racines du ressentiment de Karen étaient profondes et avaient peu à voir avec moi personnellement. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, a souligné tante Betty. Mais parfois, comprendre le pourquoi peut aider à laisser tomber la colère, même si vous ne laissez jamais cette personne revenir dans votre vie. Elle avait raison. Bien que j'ai maintenu la limite avec Karen, refusant de faire semblant que tout allait bien pour préserver l'harmonie familiale, j'ai progressivement relâché la colère que j'avais portée. C'était un fardeau que je ne pouvais pas me permettre en élevant un enfant qui avait besoin de toute l'énergie positive que je pouvais lui donner. Le premier anniversaire de Noah, marqué à la fois par sa date de naissance réelle et sa date d'échéance, comme il est de coutume pour les prématurés, fut une célébration de plus que sa vie. Ce fut une reconnaissance du chemin que nous avions tous parcouru,
de la force que nous avions découverte, et de la famille que nous avions créée, non seulement par la naissance mais par le choix. En regardant les gens rassemblés dans notre maison, j'ai vu les infirmières de néonatologie qui étaient devenues de chers amis, les autres parents de prématurés qui avaient parcouru le chemin à nos côtés, mon frère qui s'était tenu à mes côtés alors que d'autres ne l'avaient pas fait. Mon père, qui avait regagné sa place dans nos vies, et David, mon partenaire, à travers tout cela, tenant notre fils prospère d'1 an. C'est la famille, ai-je réalisé, pas celle dans laquelle j'étais né, mais celle que nous avions construite à travers la crise et l'amour, à travers les limites et le pardon, à travers des choix intentionnels sur qui méritait une place dans notre cercle sacré. L'expérience de la néonatologie m'avait presque brisé. Mais en me reconstruisant, j'avais créé quelque chose de plus fort qu'auparavant. J'avais appris à faire confiance à mes instincts, à défendre farouchement ceux que j'aimais, et à reconnaître que parfois les expériences les plus douloureuses mènent à la croissance la plus profonde. Noah connaîtrait cette histoire un jour, non pas comme un conte de trahison familiale, mais comme un témoignage de résilience et du pouvoir de choisir son propre chemin. Il saurait qu'il était désiré, pour lequel on s'était battu, et chéri dès son premier souffle. Il comprendrait que la famille se définit non pas par l'obligation, mais par l'amour en action, par ceux qui se présentent quand cela compte le plus. Alors que je le regarde maintenant faire ses premiers pas hésitants, babillant ses premiers mots, découvrant le monde avec émerveillement dans ses yeux. Je suis reconnaissante pour le chemin difficile qui nous a menés ici. Sans lui, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage de créer la vie et la famille que nous méritons vraiment. Avez-vous jamais dû redéfinir ce que signifie la famille pour vous? Qui s'est montré présent pour vous pendant vos moments les plus sombres? Et vous ont-ils surpris? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous que parfois nos plus grands défis révèlent nos plus grandes forces.